merci à VG Cantine. Donc, je vais, si vous voulez, pendant une vingtaine de minutes, vous présenter comment je travaille en formation avec la restauration collective sur, en particulier, le sujet de la végétalisation, mais qui, pour moi, n'est pas un sujet en soi, il fait partie d'une approche plus large du bien manger dans les cantines. Et donc, je vais commencer par partir de comment je travaille en formation avec les professionnels, vous raconter un petit peu le parcours que je leur propose. Et puis ensuite, j'élargirai la focale, si vous voulez, sur le contexte de la restauration collective. Est-ce que le fait d'y intervenir depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, avec des collègues, nous a permis de comprendre et comment ça a donné naissance, impulsion à une approche des cuisines nourricières, un mouvement qu'on est en train de structurer, de créer, un mouvement qui est constitué de gens très expérimentés, mais le mouvement est tout jeune, il est né avec le Covid, donc il n'est pas très visible encore. Et voilà, donc 3 temps, mon expérience de formation cuisine végétarienne pour la restauration collective, le contexte de la restauration collective, et puis l'approche des cuisines nourricières. Donc moi, j'ai commencé à faire de la formation en restauration collective excusez-moi, j'ai commencé à faire de la formation autour de la cuisine végétarienne à partir d'un constat. C'est en développant et en créant une coopérative de produits bio avec d'autres qu'un certain nombre de produits, notamment les produits végétaux, étaient très mal connus et ne correspondaient pas du tout à l'alimentation de la population des Français. Et donc pour moi, c'était évident que pour développer l'agriculture biologique, il fallait donner un accès à ces produits végétaux en passant par la pratique de cuisine simple, adaptée à la quotidienneté et qui permettent d'accéder à des aliments de qualité, même si on a peu de temps, peu de moyens, peu de connaissances culinaires. Et j'ai commencé à faire des ateliers de cuisine. J'ai fait de la restauration pendant 22 ans, la restauration végétarienne, pour montrer ce qu'on peut faire avec ces légumineuses, avec ces céréales, avec tous ces produits, et comment on peut faire évoluer son alimentation. Et puis, à partir du milieu des années 90, grâce au Sivan Dugar et Stéphane Vera et ce qui a donné lieu, ce qui a été à la base du mouvement 1+ Bio, de l'association 1+ Bio, les premières actions ont commencé pour mettre des produits bio dans la restauration collective. Donc, c'était très intéressant parce que le bio dans la cantine, c'est les bio pour tous. Et j'ai commencé à faire des interventions justement sur le volet végétal de la cuisine pour les cuisiniers de collectivité à ce moment-là. Alors, dans ma façon d'aborder la cuisine végétarienne, pour moi, la cuisine végétarienne est un outil. Le végétarisme n'est pas un but. La cuisine végétarienne est un outil. Ce que j'ai constaté très vite, moi je venais d'une approche sociologique, c'est que la notion du sans est un handicap qui place tout le monde en posture de justification. Si on dit sans viande à une population qui, dans sa majorité, reste encore très attachée à une alimentation traditionnelle, on génère en fait des représentations qui sont sans, c'est moins de goût, c'est moins de plaisir, c'est moins de satiété, c'est moins de nutrition. Et puis, on commence à dérouler et à monter le courant avec des arguments pour justifier le sans viande. Moi, je ne procède pas comme ça. J'ai compris très très vite que la meilleure façon de permettre ce rééquilibrage entre l'animal et le végétal et de cette découverte, c'était justement de proposer de la découverte, c'est-à-dire en quoi ces aliments végétaux, ces légumineuses, ces céréales, ces plats qu'on construit très simplement en les associant avec des sous-produits animaux, des œufs, des produits laitiers ou entre elles les légumineuses et les céréales, comment c'est un plus en diversité, comment c'est un plus en praticité, comment c'est un plus en économie. Et c'est mes seuls arguments. Parce que quand les gens découvrent ça, mécaniquement, là, les produits animaux vont reprendre une place différente et quand ils en achèteront, ce sera plutôt des produits de meilleure qualité. Ils préféreront aller vers des produits de meilleure qualité. Donc, la restauration collective, c'est devenu donc un sujet pour moi à la fin des années 90 et j'ai pu déployer cette pédagogie autour des cuisines végétariennes pour compléter l'offre de ces restaurants collectifs. Alors, comment je procède? Si vous voulez, je vais partager mon écran et vous montrer un petit peu la photo d'un groupe
Alors, 2 petites secondes que je maîtrise le partage d'écran. Voilà, est-ce que tout le monde voit la photo? Sarah peut me confirmer. Je pense que oui, alors je vais te dire ça tout de suite. Il y a un petit décalage entre Facebook et Zoom, mais a priori, oui, il n'y a pas de souci. Là, je ne le vois pas encore sur Facebook, mais ça devrait venir. Sur Zoom, ça va. Sur Zoom, c'est bon, ouais. Très bien. Oui, Donc, c'est bon, on le voit, ouais. C'est bon. voilà, ici on a un groupe de cuisiniers que j'ai eu 1 an à peu près en région nantaise. Et pour comprendre les enjeux, il faut voir que ce groupe-là, il représente 3 millions de repas par an. Chacun dans leur structure, des petites cantines, 200, 300, 500, 1000, 16 000. Et puis tout ça, ça finit par faire 3 millions de repas par an. Donc on mesure les enjeux d'une telle formation pour ouvrir des perspectives, pour toucher une grande population et commencer à bouger les lignes. Devant le groupe de cuisiniers, il y a un buffet. Alors, comment je fais en formation quand j'accueille ces groupes et ces cuisiniers pour les ouvrir à une meilleure connaissance des produits végétaux? Je commence à les accueillir en leur demandant leur propre représentation du bien manger. Je ne viens pas leur faire la leçon sur la viande, sur le trop de viande, sur les pesticides, etc. Je viens leur demander, au fond, ce serait quoi bien manger pour vous? Et je m'appuie sur ce qu'ils vont me dire. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que quand on demande comme ça les représentations positives de l'alimentation, on s'aperçoit que tout le monde converge et que tout le monde est d'accord pour dire que bien manger ou mieux manger, c'est toujours d'aller vers des meilleurs produits, c'est toujours d'aller vers une meilleure façon de les transformer, de les associer, de ne pas gaspiller, d'équilibrer. C'est toujours enrichir en diversité. Le mieux manger, la diversité fait partie de ça, évidemment les protéines végétales font partie de ça. Et que tout ça, dans le mieux manger, il y a aussi les conditions de repas, comment on va avoir, d'abord, qu'on va comprendre ce qu'on nous sert à manger, ou ce qu'on mange, ou ce qu'on partage, qu'il y ait de la convivialité, que ce soit joyeux, qu'il y ait du plaisir. Voilà, donc c'est des représentations inclusives. Et à partir de ces représentations, je leur propose un petit parcours de découverte avec, je pense que sur votre écran, des petits pots de toutes sortes de graines, de toutes les couleurs. Et là, je commence à raconter des histoires sur les cuisines du monde, sur les contes, sur ce que sont les légumineuses, ce que sont les céréales. Et déjà, ça, c'est très peu connu. Et ça éveille tout de suite de la curiosité. Légumineuse, qu'est-ce que c'est? Légumineuse, c'est tout ce qui pousse en gousse, avec des graines à 2 cotylédons. Vous voyez, on voit les pois cassés en haut à gauche. Ben voilà, c'est des petits pois arrivés à maturité qui ont été décortiqués. Puis, on a les 2 moitiés de la graine. Et quand c'est cuit, ça se met en purée. On voit un peu plus sur la droite des fèves rouges. Il y a plein d'histoires à raconter avec ça, avec ces fèves qui sont qui ressemblent à des fœtus, qui sont symboles de communication entre le monde des morts et des vivants, et puis qui sont devenus des bulletins de vote dans la Grèce antique et qui sont maintenant quelque chose qu'on a dans une galette des rois pour élire le roi. Et puis, on voit un petit peu à côté le sarrasin, cette graine qui vient de Chine avec sa petite peau noire, qui, pour pouvoir cuire, est décortiquée. Et dans son parcours depuis la Chine, les graines de sarrasin sont passées par l'Afrique et sont remontées jusqu'en Bretagne avec les gens qui avaient la peau noire, les sarrasins. Et vous voyez qu'autour de tous ces produits-là, il y a déjà beaucoup d'histoires à raconter sur les cuisines, les souvenirs culinaires, les souvenirs de contes, les évocations des pays et des cuisines du monde. Et puis ensuite, on va parler des protéines. En fait, c'est dans la découverte, c'est aussi interroger le groupe que j'ai autour de moi sur c'est quoi les protéines, au fait, ça sert à quoi, puisqu'on nous dit qu'il faut manger moins de viande, tout ça. Après tout, pourquoi ça sert à quoi? Et puis, je m'aperçois que très souvent, c'est très mal connu. Hein, les idées et les représentations communes, c'est que les protéines, c'est pour les muscles, ça donne des forces. Et quand on évoque ces cuisines du monde, on voit plein de pays où ces produits-là sont à la base des alimentations, avec des fois peu de viande ou simplement quelquefois des produits laitiers et un peu d'œufs. Et pourtant, les gens ont un corps construit, ils ont des muscles, ils ont de l'énergie parce que l'énergie leur vient des sucres lents. Et au fond, c'est une prise de conscience pour les participants que de se dire, mais au fond, on a des besoins en protéines, on a des besoins en construction.
On peut les satisfaire par des apports de protéines animales, mais on peut aussi les satisfaire par des apports de protéines végétales. Et puis après, que c'est plutôt quelque chose qui vient enrichir l'alimentation que de rediversifier. Ensuite, on va passer à la pratique. Et pour toutes ces catégories d'aliments, vous voyez là, je les fais classer, les légumineuses, les céréales, association classique des cuisines du monde, hein, le riz soja, les pâtes et les haricots pour les minestrones, le maïs et les haricots. Enfin, ça, je pense que tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui connaissent ces grands classiques des cuisines du monde. Et ensuite, on va donc passer à la pratique avec 2 étapes. La première étape, c'est de comprendre des modes de préparation, comment réussir à cuire ces légumineuses et ces céréales, comment avoir, si par exemple c'est la graine de sarrasin, et ben, la faire gonfler de telle manière qu'une fois qu'elle est cuite, ça ne colle pas, ce ne soit pas un paquet de pâtes, et que ça ait vraiment le goût, et que ça évoque le goût des galettes de sarrasin, et qu'on puisse comme ça toucher les souvenirs des mangeurs. Ça va être comment cuire les glucides, etc. Ça s'appelle des modes opératoires. Et puis après, je construis avec les cuisiniers présents des plats qui sont des recettes en fait génériques, hein, des façons de construire des plats. Et je vais vous montrer juste, alors on a vu tout à l'heure que les cuisiniers faisaient la pause devant un buffet qui allait être partagé avec des convives, des élus, des parents d'élèves, etc. Et je vais faire juste un petit focus sur un certain nombre de plats de ce buffet et vous montrer quelle approche de cuisine je leur propose autour des légumineuses et des céréales. Là, on a en particulier un gâteau au chocolat dont la matière première est des haricots. Bon, c'est une approche qui commence à être connue, partagée un peu partout, mais pour moi, ce n'est pas une recette, si vous voulez. C'est une façon de construire une proposition de nourricière, un dessert très simple à réaliser, où on met tous les ingrédients, on les mixe, et dans le contexte de la collectivité, ça va très vite, ça se fait très vite. Mais on a tout de suite des variantes en changeant les ingrédients. Le haricot devient pois chiche, le chocolat devient citron. De la même manière, on va avoir… alors, ils m'avaient un peu fusillé, les brocolis, ils sont un peu foncés, mais ils avaient fait une béchamel. Je leur avais montré une béchamel à partir de haricots, mais qui peut être fait à partir de pois chiches ou de lentilles. Et puis, dans le petit pot, la sauce jaune que vous voyez, c'est une mayonnaise. C'est un genre de mayonnaise, c'est issu d'un travail qu'on a fait pour l'école de santé publique avec un collègue qui s'appelle Bruno Couder. Et cette mayonnaise et la petite rillette de poisson, l'une des rares recettes non végétariennes que je montre sur ces formations-là, elles ont un intérêt, c'est qu'elles montrent une façon d'adapter des recettes connues, des répertoires culinaires connus, en utilisant les légumineuses comme une matière première, onctueuse, porteuse de goût, et qui fait qu'on va pouvoir mettre beaucoup moins de gras, et du coup mettre des huiles de qualité. Dans le cas de la rillette de poisson, mettre très peu de poisson et avoir 100% goût de poisson. Et ce qui est très intéressant pour les cuisiniers, c'est que plutôt que de leur parachuter des recettes toutes faites qui seraient censées marcher dans leur cantine, on leur apprend un langage des légumineuses, un langage des céréales. Là, je n'ai pas trop photographié, mis à part la salade composée. Un langage qui va trouver de la place dans des plats dans lesquels il peut y avoir de la viande, il peut y avoir moins de viande, il peut y avoir peu de viande, et ça tient debout aussi sans viande. Mais au fond, c'est les mettre à l'aise avec ces produits et leur montrer des répertoires qu'ils vivent comme positifs parce que c'est économique, c'est simple à préparer et c'est connu des convives. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais revenir à mes cuisiniers et situer comment ces formations et cette approche trouvent sa place dans le contexte de la restauration collective. Quand j'ai commencé à intervenir avec les CIVAM du Gard dans les années 90, pour les premières actions de formation pour mettre du bio dans les cantines et commencer aussi à y faire des repas alternatifs, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas ce milieu. Je ne comprenais pas, je me disais, bon, je vais leur montrer des trucs, voilà, ils vont mettre ça en œuvre pour les enfants, bon, il va peut-être falloir faire des étapes, mais… et puis, je voyais que c'était un milieu extrêmement contraint, je ne comprenais pas. Il a fallu 10 années plus tard que je croise un monsieur qui s'appelle Thierry Marion, qui est l'initiateur de la cuisine évolutive dans la restauration collective. C'est des techniques qui consistent
à repositionner l'arsenal technique, on va dire, d'un cuisinier qui était d'habitude formé à la gastronomie et qui arrive en collectivité et se trouve tout d'un coup avec des très gros volumes, des techniques qui sont simplifiées, optimisées, et des contraintes de budget, des contraintes d'hygiène, des contraintes de tout un tas de sortes de contraintes avec des équipes très réduites. Et la cuisine évolutive, c'est quelque chose qui permet de repositionner la cuisine dans sa mission première qui est de nourrir, en la simplifiant, en la dégageant de tout un tas d'artifices. Et ce que le travail croisé avec Thierry Marion, qui travaillait beaucoup sur les produits animaux et les meilleures cuissons des viandes, et si on veut qu'il y ait moins de viande industrielle dans les cantines, si on veut sortir des systèmes d'élevage industriel, la première chose à faire, c'est d'apprendre aux cuisiniers à mieux cuire les viandes, parce qu'on va avoir des économies très importantes en cuisson qui vont pouvoir être investies pour acheter des viandes issues d'élevage extensif. Et puis moi, j'arrivais complémentairement avec les produits végétaux. Et ce que m'a permis de comprendre cette collaboration, que je n'avais pas vue, c'est le contexte, en fait, des cantines, le contexte culturel des cantines. Les cantines sont un milieu et un univers sans culture. S'il y a des cuisiniers de collectivité... Je me permets juste de te dire qu'il te reste 5 minutes. Merci. Ne soyez pas vexés parce que je dis ça. C'est un monde où les personnels sont formés à une cuisine qui ne correspond pas à la réalité de ce que c'est que de nourrir 500 enfants ou 1000 enfants ou plus. Les techniques ne sont pas appropriées. Ils ont des très fortes contraintes d'hygiène, des très fortes contraintes économiques, des très fortes contraintes nutritionnelles. Depuis 10 ans, depuis que l'hygiène s'est un peu assouplie, on a fait des fréquences et des recommandations avec le GNRCN. Et puis, depuis 2 ans maintenant, on a la loi Egalim. C'est un univers sous contrainte dont on ne reconnaît pas l'importance du travail. Qui considère que ces cuisiniers sont des éducateurs, sont des personnes qui ont un impact très important sur la santé des enfants, sur la gestion, sur la mission sociale de la collectivité. Personne ne les reconnaît comme ça. Et donc, c'est un univers où tout le monde vient leur dire ce qu'il faut faire. C'est un peu comme si vous arriviez dans un hôpital et vous disiez à l'infirmière, toi, tu vas faire comme ça, alors que vous ne connaissez pas son métier. Pareil pour un garagiste, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui avec les cantines. Tout le monde leur dit ce qu'ils doivent faire. Et l'approche et les constats qu'on a pu faire dans les collectivités, c'est de voir que toutes les actions préconisées aujourd'hui pour aller vers une alimentation durable, pour un moins de viande, pour plus de produits locaux, produits bio, ne font pas système et qu'il est important d'accompagner les collectivités à inscrire ces actions-là dans des projets alimentaires qui redéfinissent le métier des cuisines, de nourrir, mission nourricière, mission éducative, mission sociale et mission de santé publique, mission environnementale. C'est à ça que ces cuisiniers travaillent avec leurs millions de repas. Et personne ne les a valorisés comme ça. Nous, on leur amène des techniques culinaires nourricières qui correspondent à cette mission. Et donc, on a initié un mouvement qui s'appelle le mouvement des cuisines nourricières. Et ce mouvement, en fait, c'est vraiment de repositionner la cuisine de tous les jours comme un élément clé de la transition. En effet, quand on regarde tout ce qui dépend, tout ce qu'on cherche à faire aujourd'hui en termes d'alimentation durable, on s'aperçoit que les enjeux d'accessibilité, les enjeux d'accompagner les transitions en agriculture, les enjeux de logistique et de circuits courts, les enjeux de qualité dans la transformation des produits, l'équipement des cuisines, les techniques d'hygiène, la santé et la nutrition dépendent étroitement de la façon dont on conçoit la cuisine. Plutôt que de continuer à faire des cuisines approximatives issues de la gastronomie, adaptées comme on peut à 500, 1000, 10 000, 15 000, il y a peut-être une autre façon d'aborder la cuisine qui fait qu'on répond de fait à des objectifs nutritionnels. Quand on fait une mayonnaise 4 fois moins grasse, on fait une mayonnaise qui nourrit. Quand on fait une mayonnaise classique, on fait une mayonnaise qui devrait être réservée au repas du dimanche. Quand on fait
des gâteaux, des pâtisseries avec des haricots ou des pois chiches ou des lentilles, on contribue étroitement à des mises en culture différentes sur les territoires, à la valorisation des circuits courts, à une meilleure réponse aux enjeux de nutrition. On contribue aussi à une accessibilité grâce à une économie. Si vous voulez, le regard que propose le mouvement des cuisines nourricières, c'est de replacer l'acte culinaire au centre des logiques de transition par des techniques simples, efficaces, économiques, où on apporte une valeur ajoutée au produit. Ce que je vous ai décrit dans le parcours que je peux faire en cuisine végétarienne avec des groupes de formation s'inscrit dans cette démarche, une démarche qui consiste, au-delà de contribuer à une végétalisation de l'alimentation, au-delà de répondre à un certain nombre d'obligations qui sont celles des lois comme Egalim aujourd'hui, c'est vraiment de revaloriser l'acte culinaire quotidien et en apportant une culture culinaire appropriée. C'est vraiment un contre-champ à la cuisine gastronomique. La cuisine gastronomique, c'est merveilleux, c'est la cuisine du dimanche. Mais aujourd'hui, on a un vrai besoin de questionner l'alimentation de tous les jours et la façon dont on y met les aliments. Vous voyez, on ne peut pas se dire qu'on va évoluer vers des cantines intéressantes en se disant bon, bah alors on met du bio et puis on enlève la viande. C'est un peu comme si vous disiez à un agriculteur, si vous dites à un agriculteur en conventionnel, bon ben pour passer en bio, ben, tu vas enlever les pesticides et puis tu vas mettre du fumier. Vous savez très bien qu'un agriculteur bio a fait un changement de culture fondamental pour comprendre le vivant, pour comprendre son sol, pour comprendre comment le végétal, l'animal interagissent entre l'agriculture et l'élevage pour avoir une agriculture qui respecte la vie biologique. Et ben, c'est la même chose pour les cuisines. On a besoin de questionner profondément l'acte culinaire, à quoi il est destiné, comment on transforme un produit animal, comment on transforme un produit végétal, comment on construit des plats très simples qui ont pour but de nourrir les gens. Et voilà cette culture qu'on met à la disposition aujourd'hui de l'appropriation des collectivités de la loi Egalim.